Bien, mes chers collègues, je vous propose de démarrer afin que nous puissions commencer à l'heure. Mes chers collègues, Monsieur le Président Directeur Général d'Assaut Aviation, cher Éric Trappier, nous sommes heureux de pouvoir vous entendre aujourd'hui, un an après votre précédente audition, devant cette même commission. Que s'est-il passé de significatif depuis un an ? L'Inde a confirmé de façon marquante son intérêt pour le Rafale, dont elle estime aujourd'hui qu'il a tenu parfaitement son rôle lors des affrontements de mai 2025 contre le Pakistan. Vous pourrez nous dire où vous en êtes de ce contrat considérable qui est aujourd'hui en négociation et qui devrait comporter une part significative de production locale. Mais l'importance de l'aviation de combat a également été rappelée par les affrontements au Proche-Orient, au Moyen-Orient, qui ont démontré son efficacité pour atteindre des cibles en profondeur, notamment au moyen de missiles aérobalistiques. Les avions français ont aussi été utilisés pour abattre des drones au canon dans le cadre d'une innovation mise en œuvre, je crois, avec le concours de la DGA. Sur le front ukrainien, les avions de chasse continuent à jouer un rôle important pour larguer des bombes guidées avec une certaine efficacité. Et ils concourent également à assurer la police du ciel au-dessus des pays baltes. Les avions de chasse demeurent donc indispensables à ce jour et il est crucial d'assurer leur avenir, d'autant plus, je le rappelle, qu'ils jouent également un rôle essentiel dans la composante nucléaire aéroportée. L'avenir du Rafale a pour nom le standard F5 qui est attendu autour de 2035 avec un nouveau moteur et des capacités de guerre électronique renouvelées. Vous nous direz comment se passe le développement. Vous nous direz comment se passe le développement de ce nouvel avion, compte tenu du retard initial pris dans son lancement. Quand est prévu le premier vol de ce nouveau Rafale? Est-ce que vous avez déjà des marques d'intérêt à l'export? Mais si le standard F5 du Rafale doit permettre de développer certains jalons pour un futur chasseur de 6e génération, tout reste à faire depuis qu'a été officialisé l'abandon du NGF dans le programme de SCAF. Nous souhaitons bien évidemment connaître votre sentiment sur cet échec, non pour désigner un responsable en particulier, mais davantage pour en tirer des leçons sur la manière de conduire des programmes en coopération avec des partenaires européens. Il y a quelques mois, notre commission a produit un rapport sur la BITD européenne, dans lequel les rapporteurs Pascal Lizard et Hélène Conway-Mouret émettaient des doutes sur l'avenir du SCAF en considérant que la dimension politique du projet l'emportait sur la dimension industrielle. Ils estimaient nécessaire de revenir au fondement des coopérations industrielles qui doivent être bâties sur des réalités en termes de maîtrise des technologies et ne pas servir à certains acteurs à rattraper leur retard technologique aux dépens des leaders qui ont investi depuis de nombreuses années. Ceci étant dit, vous pourrez nous donner votre analyse de la situation. Que faut-il penser des presque 10 années écoulées depuis le lancement du SCAF? Est-ce que tout ce temps a été perdu pendant que les concurrents avançaient autour du programme JCAP par exemple, où certaines briques technologiques développées pourront-elles être réutilisées? Comment voyez-vous justement l'avenir et le développement du chasseur de 6e génération qui aurait des gènes tricolores? Notre commission a obtenu que soit inscrit dans l'actualisation de la loi de programmation militaire qu'un démonstrateur de haut besoin national soit réalisé d'ici 2035. Vous avez souvent dit que les industriels français maîtrisaient toutes les technologies nécessaires à un tel projet. Mais un programme industriel doit également prendre en considération les économies d'échelle et les débouchés. Est-ce que vous pensez que des partenariats sont possibles sur des bases plus opérationnelles et équitables? Que pensez-vous en particulier d'un acteur comme Saab avec lequel vous avez travaillé pour le programme de démonstrateur Neuron? Que pouvez-vous nous dire par ailleurs sur le calendrier d'un nouveau programme et sur son coût? Est-ce qu'il doit être au centre de la partie Air et Espace du prochain livre blanc qui aura pour rôle de préciser nos besoins à long terme? Un mot enfin sur le regard que vous portez sur notre industrie. Vous exercez évidemment aujourd'hui la présidence de l'UIMM, à un moment où de nombreuses entreprises françaises et européennes sont confrontées à la fermeture du marché chinois et aux taxes américaines. Est-ce que l'effort de réarmement peut constituer une perspective pour ces entreprises pour développer leur dualité? Plus globalement, la France est-elle enfin revenue de la désindustrialisation ou s'agit-il encore pour l'instant plus de slogans que de réalité sur le terrain? Je rappelle que cette audition est captée, elle est diffusée sur le site du Sénat et sur les réseaux sociaux. Et donc à l'issue de votre propos liminaire, je donnerai la parole à nos collègues qui ont de nombreuses questions à vous poser. Monsieur le Président, vous avez la parole. Monsieur le Président, messieurs et mesdames et messieurs les sénateurs, merci de m'accueillir aujourd'hui dans cette salle
que je connais bien, et pour parler de ces sujets qui génèrent toujours beaucoup de questions et donc je dirais tout de suite, et vous le savez déjà très bien, qu'elles engagent toujours du très long terme. Notre industrie est une industrie de long terme, elle est une industrie dans laquelle il faut, avec nos armées et je dirais avec l'État non seulement en politique de défense, mais en politique étrangère, c'est toujours ce que j'apprécie quand je viens vous voir ici, c'est qu'on lie toujours la problématique de la politique étrangère et donc de la géopolitique globale avec la manière d'armer, de réarmer nos militaires. Ça ne vous a pas échappé que le contexte international reste d'une certaine manière très instable. On se réjouit d'un certain cessez-le-feu, je pèse mes mots devant vous, au Moyen-Orient, très instable et très précaire. Une guerre qui va laisser quand même des traces d'inquiétude dans les pays de la région, et donc quand il y a de l'inquiétude, il y a forcément un futur qui est incertain. La guerre en Ukraine qui se poursuit, qui ne s'arrête pas, qui est toujours au bord de nos frontières et même qui redouble avec des avancées des uns ou des autres, mais en réalité une guerre qui est partie encore pour durer et qui, bien sûr, peut réveiller un certain nombre de consciences en Europe, virgule, ou pas, point d'interrogation. Vous avez vu dans ces guerres l'utilisation massive des drones. Je pense qu'il faut aussi raison garder. Dans les drones, il y a plusieurs classifications de drones, on pourra y revenir. Il y a des drones de combat, de la taille d'un avion de combat, chargés d'être opérés avec les avions de combat. Vous avez des drones de surveillance, on a beaucoup parlé de l'Eurodrone, on pourra aussi en parler si vous le souhaitez. Et puis il y a l'émergence de petits drones, nombreux, pas chers, qui ne font absolument pas le même travail que ce que pourraient faire des drones plus importants, voire des avions de combat, voire des bâtiments de surface ou des tirs d'artillerie ou des tirs de missiles sol-sol. Donc tout ça fait un paysage assez complexe et je vais essayer de vous dire ce que nous, Dassault, on est en train de faire. La société se porte d'abord bien. Je vais commencer par le civil avant de vous revenir bien sûr au militaire, mais on vient de faire voler le Falcon 10X, qui est un avion le plus grand et la plus grande masse qu'on ait jamais fait depuis le Mercure, il y a de ça quand même assez longtemps. Je pense qu'on est les seuls avionneurs au monde aujourd'hui à faire voler un nouvel avion complètement nouveau. Ça ne s'est pas fait depuis bien longtemps de part et d'autre de l'Atlantique. Comme vous le savez, Boeing et Airbus doivent préparer leur futur monocouloir. C'est quand même pas encore pour tout de suite, ni pour le premier vol, ni pour les livraisons. Ceux d'avant, c'est des versions modernes qui ont été faites. Chez nos concurrents, que ce soit Bombardier ou Gulfstream, c'est déjà depuis un certain temps qu'ils n'ont pas fait voler un avion totalement nouveau. Et vous avez l'avion de Bombardier régional, l'A220, qui a été commercialisé qui est commercialisé par Airbus. Donc c'est quand même une prouesse. Ça veut dire que nos équipes d'ingénieurs, avec leur petit bureau d'études, en parallèle de faire ce qu'elles doivent faire sur le militaire, continuent à garder cette compétence de l'avion, de tous ces métiers, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux des avions de combat. Mais chez nous, les gens passent de l'un à l'autre en fonction de la charge de travail. Je reviens donc sur le sujet principal. D'abord le Rafale. On continue la montée en cadence. Cette montée en cadence répond à un besoin de livraison des avions principalement à l'export, puisque, comme vous le savez, les livraisons à la France sont plutôt de petites quantités dans les années à venir. Donc ça se passe bien. C'est toujours un exercice difficile parce qu'il faut faire monter en cadence aussi la supply chain dans une ambiance globale où l'aéronautique monte en cadence, l'aéronautique civile. Et par conséquent, c'est un travail de tous les jours pour s'assurer que cette supply chain suit cette montée en cadence du Rafale. Comme vous le savez, Dassault n'est pas seul à faire le Rafale. C'est tout avec nos deux grands partenaires que sont Safran et Thales, et aussi 400 entreprises réparties sur le territoire qui montent en puissance.
et qui sont d'ailleurs, quand je les visite au titre de l'UEMM, très fiers d'avoir une petite partie de Rafale qui vole tous les jours. Sur le Rafale, donc le choix français qui a été fait, qu'on salue, c'est le développement de ce qu'on a appelé le F5, donc qui donne pratiquement une modernisation assez forte du Rafale pour les années 2035. On volera un peu avant. On aura même très certainement un standard intérimaire dès 2032-33. Des changements assez importants puisqu'il y a des prises en compte de besoins nouveaux, des retours d'expérience de nos militaires, des améliorations de capteurs. En réalité, vous avez en premier lieu un nouveau moteur qui s'inscrit très fortement dans une progressivité de réacquérir des compétences sur les parties chaudes des moteurs avec Safran. Et donc ce moteur du Rafale permettrait une première étape de progression et donnera évidemment des performances complémentaires à l'avion. Les capteurs, avec un radar beaucoup plus puissant, des nouvelles contre-mesures qui prennent en compte en permanence les nouvelles menaces qui arrivent de partout, des liaisons de données, puisque vous savez que l'avion ne travaille jamais seul, c'est déjà le cas aujourd'hui, ce sera encore moins le cas demain, donc l'intégration dans les réseaux, qu'ils soient des réseaux OTAN ou autres, pour être capable de travailler en interarmée, et bien sûr l'intégration de nouveaux missiles, dont le missile qui sera le missile pour la composante nucléaire aéroportée à cet horizon 2035, qui crée le vrai besoin en termes de performance et de capacité d'intégration et de défense de l'avion, mais d'autres missiles aussi qui sont en cours d'étude, des missiles RR, un certain nombre d'améliorations des missiles aussi air-sol. Tout ça est en cours d'étude. Le F5, nous sommes en train de l'étudier avec nos partenaires en ce moment, et ceci devrait donner lieu à un contrat de développement à la fin de cette année, si on veut tenir les délais dont je vous ai parlé juste avant. Une petite déception, c'est qu'on n'a pas encore lancé de drone de combat. Ça ne veut pas dire qu'on n'y travaille pas, mais les contraintes budgétaires, les évolutions... voilà. Pour nous, le drone de combat, c'est complémentaire de l'avion de combat, ça ne le remplace pas. Ce n'est pas un drone de combat qui pourrait faire la guerre tout seul, c'est un drone de combat qui peut intervenir avec l'avion de combat pour améliorer encore les performances de l'avion de combat, en particulier en faisant un drone de combat très furtif. Vous pouvez acquérir la furtivité. C'est ça qu'on avait un peu démontré, et même beaucoup démontré avec le démonstrateur Neurone, mais qui est resté à l'époque lettre morte d'un point de vue programmatique, alors qu'il était fait à 6 pays. À l'époque, les drones n'étaient pas encore tout à fait à l'ordre du jour, malheureusement. Sur donc ce futur après F5, on inscrit cette modernisation du Rafale. D'abord, ça va nous permettre d'avoir une offre améliorée pour l'export. Alors, on parlait de l'export un petit peu au début, pour répondre au début des questions. L'Inde nous fait confiance, mais c'est vrai déjà depuis 1953, donc on voit bien qu'il y a un attachement, indépendant même des pouvoirs politiques, et français et indiens, qui ont évolué plusieurs fois, de cette volonté de travailler entre France et Inde. Je pense que c'est d'une certaine manière, et j'y mets des gros guillemets, la démonstration que la politique étrangère de la France, qui a été bien sûr encore plus développée pendant la Ve République, fait qu'un certain non-alignement, on parle beaucoup de Gaulle en ce moment, on voit des films, c'est bien cette volonté d'indépendance, cette volonté liée à la dissuasion nucléaire maintenant, qui fait que la voix de la France aussi, dans le concert international, est écoutée. Et je dirais même, en tant que témoin, c'est vous qui savez mieux que moi, est attendue. Cette voix française est toujours très attendue. Et c'est ce qui fait que nous, on peut s'inscrire dans cette politique étrangère, dans cette politique de développement de certains types d'avions de combat,
capable de la dissuasion nucléaire, mais donc capable aussi de toutes les missions conventionnelles, que les pays s'intéressent et se sont fortement intéressés au Rafale. L'un des contents des avions qu'elle a touchés, elle a eu à les mettre en œuvre dans le cadre de l'opération Sindoor, qui est une opération, comme toute opération d'ailleurs dans le monde aujourd'hui, très spécifique et dans laquelle il faut toujours se garder de tirer des conclusions trop générales. Nous, entre guillemets, l'appréciation des Indiens que nous avons recueillis, en parallèle de nos officiels, bien sûr, sont tout à fait satisfaits des capacités de l'avion. Après, un avion, c'est pas tout. Il y a des tactiques, il y a de l'entraînement, il y a ce que fait celui qui est en face. Il y a les circonstances des opérations qui sont faites. Et par conséquent, l'Inde souhaite préserver cette capacité de travailler avec la France. Et donc, nous a demandé de faire une offre un peu plus grande de 114 avions, dans laquelle il va falloir bien aussi être capable de faire de ce qu'on appelle le Make in India, c'est-à-dire encore plus de travaux en Inde, et en particulier, on a prévu de faire l'assemblage final d'un grand nombre de Rafales localement là-bas, et on pense qu'on aura même des contrats complémentaires après si on réussit cette affaire. Cette affaire est en cours d'instruction, donc je ne commenterai pas trop. On a une ambition commune entre Indiens et Français, c'est un contrat qui sera un contrat aussi de gouvernement à gouvernement, de le finaliser le plus vite possible avant la fin de l'année dans tous les cas. Sur l'export, je voudrais aussi dire que je me suis rendu au Moyen-Orient pendant les opérations au Moyen-Orient, que là aussi, et les pays que j'ai rencontrés au plus haut niveau de ces États ont une satisfaction très forte du positionnement de la France, politique, diplomatique, géopolitique en réalité, et du positionnement militaire, là où par exemple nos avions basés à Al Dhafra ont pu opérer pour contribuer à défendre le pays avec lequel on a des accords de défense. Et nous-mêmes, industriels, avons conservé nos équipes là-bas, que je salue aussi, pour continuer à assurer le soutien là où d'autres faisaient une marche arrière compte tenu des opérations. Donc ceci est toujours très observé et très apprécié par nous. On n'a sûrement pas la puissance américaine, mais on a cette fidélité à nos engagements, l'État d'une part, l'industriel d'autre part, qui est vraiment à noter et qui est noté par nos clients export. Tout ça nous inscrit dans un futur, donc le Rafale F4 aujourd'hui, donc des améliorations en cours, un Rafale F5 pour 2035. Oui, les gens de l'export l'ont entendu, l'ont vu, ont posé des questions à la DGA ou à nous-mêmes. On l'inscrit, c'est post-2045. Donc aujourd'hui, les avions qu'on livre ou qu'on va livrer d'ici post-2035, excusez-moi. Ces avions qu'on va livrer d'ici 2035 sont au standard actuel, donc plutôt F4. Et on basculera à une offre de Rafale F5 après 2035. Donc on aura à nouveau une période dans laquelle on pourra relancer encore plus les exportations du Rafale. Comme on sera monté à cadence 4 et qu'on peut aussi monter à cadence 5, notre capacité à fournir des avions, il y aura une ligne de fabrication aussi en Inde. On sera tout à fait prêt à prendre les commandes et on ira les chercher quand on peut aller les chercher. Est-ce à dire que le grand futur ne nous intéresse pas? Non, pas du tout. On cherche absolument à continuer et à poursuivre les études sur un futur avion de combat. Donc tout le travail qui a été fait, c'est vrai, en 9 ans, c'est long, vont être utilisés. On a fait des simulations, nos ingénieurs ont travaillé à des solutions, des compromis entre aérodynamique, furtivité et emport, puisqu'il faut pouvoir emporter des armes un petit peu plus lourdes. Tout ce travail est fait. On échoue, et j'en suis un peu triste, et déçu qu'on n'arrive pas à avoir défini avec les deux partenaires un avion qui puisse voler en 2030, un démonstrateur qui puisse voler en 2030. Ça aurait été quand même quelque chose de positif. Vous savez tous la raison ou les raisons qui ont fait que cette coopération s'arrête. Dès le départ, on était à deux.
On était donc à grosso modo moitié-moitié de charge de travail, avec un leadership assumé pour Dassault. En tout cas, c'était Dassault l'architecte. L'arrivée des Espagnols a modifié cet équilibre, puisque les Espagnols, c'est aussi Airbus, et que Airbus Espagne répond à Airbus Allemagne en termes d'organisation d'Airbus, qui est leur organisation, j'ai rien à en dire. On s'est retrouvé à 1 tiers de travail contre 2 tiers pour Airbus. Donc, j'ai fini par accepter, en faisant redire plusieurs fois que le leadership et l'architecte, c'était bien Dassault. Et puis, au fur et à mesure, on s'est aperçu que Airbus souhaitait aussi avoir des responsabilités plus fortes dans la définition, et donc soit voulait être vraiment juste à côté de nous et tout partager, ou du moins partager beaucoup de choses, soit même prendre des leaderships de package. Et donc petit à petit, l'ambiance s'est dégradée dans les équipes, et on est arrivé à un point où, vous l'avez vu, j'ai demandé une évolution de gouvernance, parce que le 2 contre 1 ne me permettait plus, vu de ma fenêtre, d'exercer ce rôle d'architecte. Airbus a, il y a 6 mois, un peu plus de 6 mois, dit on ne veut plus travailler avec Dassault. Moi, j'ai jamais dit que je voulais pas travailler avec Airbus, au contraire. Donc là, les choses étaient irréconciliables. Je dis pas qu'il y avait un accord entre Airbus et Dassault pour dire que c'était irréconciliable, mais le constat faisait que c'était devenu irréconciliable. Et la conciliation qui est arrivée à la demande du président de la République et en accord avec le chancelier n'a pas permis de débloquer. On a fait des ouvertures, mais le fossé était trop grand. Donc, d'un commun accord, les 2 pays ont décidé d'arrêter. Je dis les 2 parce que l'Espagne, derrière, je sais pas, elle n'était pas complètement dans la conciliation. Et par conséquent, on est en cours, entre guillemets, d'arrêt. L'arrêt contractuel et juridique n'est pas fait encore, et c'est en cours. C'est à la DGA avec ses homologues de regarder comment on finalise. Donc ça pose évidemment la question du rebond. Comment on rebondit? On a des besoins opérationnels français. C'est sur cette base des besoins opérationnels français, clairement exprimés depuis le début du SCAF et du NGF, sur la dissuasion nucléaire et la taille de l'arme future, sur la furtivité, sur la capacité à embarquer à bord du porte-avions France Libre, qui fait qu'il y a une fiche de besoin qui est clairement exprimée par nos armées, sur lesquelles nous répondrons comme d'habitude, et nous répondons actuellement en toute liberté dans l'exercice de ces fonctions-là aujourd'hui, pour faire ce que j'ai toujours appelé le plus petit avion qui fait tout. Alors, c'est pas toujours le meilleur dans chaque domaine, mais c'est un avion qui permet de tout faire, compte tenu de l'ensemble de ses besoins. J'ajoute qu'on est tout à fait ouvert à la coopération. On l'a fait dans le cadre du Neurone, on l'a fait dans le cadre du NGF, en réalité, avec des règles du jeu qui sont toujours les mêmes. Il faut que les compétences soient mises en avant. L'important, c'est de servir nos armées, c'est pas de se faire plaisir, et par conséquent, ni pour les uns ni pour les autres, par conséquent, il faut être sûr qu'on fait l'avion de combat le plus opérationnel, le plus performant au regard des demandes de nos armées, et qui soit en plus exportable, puisque vous voyez que dans l'équation économique, nous ne sommes pas les États-Unis, nous ne fabriquons pas des milliers d'avions de combat pour amortir toutes ces dépenses, et par conséquent, la manière de retrouver de l'argent, c'est bien de l'exporter, et la France en bénéficie. Je rappelle que quand on exporte un avion, on paye l'ensemble de nos impôts en France, on paye les caisses de charges sociales, on paye les salariés qui travaillent et tous les sous-traitants sur tous les territoires, qui eux-mêmes payent leurs impôts et payent leurs charges sociales. Donc la réalité aujourd'hui, c'est qu'avec les grands contrats export, le retour sur la France est très important, et je ne parle même pas des sujets de royalties ou de licences qu'on peut payer sur l'exportation. Voilà. Donc il faut préserver ce modèle qui est quelque chose de fondamental pour la capacité française. J'ajoute que si on veut faire l'Europe, et je suis un fervent défenseur de la volonté de faire une Europe plus forte qu'aujourd'hui, ce qui n'est pas très difficile en termes de volonté, le but n'est pas de dupliquer. Moi, j'entends en permanence la fragmentation. Si on duplique, on va fragmenter encore plus. Donc, le but, c'est quand même d'essayer de prendre les compétences là où elles sont, d'y agréger un certain nombre d'acteurs européens qui souhaiteraient contribuer,
sans dupliquer forcément, et donc ouvrir à tout vent la propriété intellectuelle, la capacité de redévelopper en parallèle des avions, etc. etc. Voilà, ça c'est vraiment ça qu'il faut faire si on veut être fort en Europe, on en est loin. Si le budget de la Commission européenne veut contribuer à ça, tant mieux, mais je pense quand même que le leadership d'un avion de combat à définir pour demain doit être en France, indépendamment de Dassault. Il doit être avec nos armées, qui sont sûrement les armées et notre armée de l'air, si je mets le Royaume-Uni de côté, et même si je prenais le Royaume-Uni, les meilleurs d'Europe. La DGA est un outil qu'on peut critiquer, qu'on critique, mais qui est essentiel à cet écosystème depuis la dissuasion nucléaire, et que par conséquent, la DGA, qui était le directeur de programme dans le cadre du Neurone, dans lequel on a fourni un démonstrateur de drone de combat qui a fait le travail d'un drone de combat, qui a même volé dans des salons avec toute la sécurité, avec une furtivité mesurée au-delà de ce qu'on espérait. La DGA et Dassault ont réussi, par ce leadership, à être capables de faire des matériels de très haut niveau. Voilà, donc je pense que tout ça, c'est sur la table. La page maintenant est à écrire ou à réécrire. On est motivé et on est capable de coopérer. On l'a démontré par le passé, mais on veut coopérer avec des règles du jeu qui soient acceptées dès le départ. Donc il faut qu'il y ait des accords entre les États, c'est normal, on développe des matériels militaires, et il faut qu'il y ait des accords de bonne foi entre les industriels qui contribueront à cet avion, basés sur leurs expériences et basés sur leur savoir-faire et le respect de ces savoir-faire, de cette expérience. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces explications. Maintenant, je passe aux questions de nos collègues. Et donc, je commence par Christian Cambon. Merci, Président. Monsieur le Président, merci tout d'abord de vos explications qui sont toujours très claires et très franches. Moi, j'ai deux éléments de question. La première, est-ce que vous pensez que cet échec annoncé et que nous pressentions depuis longtemps sur le projet franco-allemand risque d'impacter tout autre projet? Vous venez d'ouvrir des perspectives, mais finalement, avec qui peut-on envisager des coopérations sur les bases de celles que vous venez d'évoquer? Et je pense notamment à l'autre projet, le projet Tempest, où là, il y a un certain nombre d'acteurs, Grande-Bretagne, Italie, Japon, etc. Est-ce qu'il y a une opportunité de ce côté-là? Et ma deuxième question, étrangement, après cet échec, et comme pour le camoufler, le gouvernement allemand et le gouvernement français viennent de signer un accord sur KNDS en se répartissant 40% chacun les responsabilités. Est-ce que franchement les leçons du passé ne servent à rien et que l'on va retrouver les mêmes contraintes et que sur l'armement terrestre, on finira dans la même situation où finit aujourd'hui le SCAF? Alors, évidemment, beaucoup de mal à commenter sur le terrestre, c'est pas mon domaine et je ne veux pas m'aventurer dans ce domaine-là. Il y a une relation franco-allemande peut-être plus difficile aujourd'hui qu'elle ne l'a été de par le passé. Il y a peut-être une volonté allemande de reprendre la main sur l'industrie d'armement. Ça va me permettre aussi de rebondir sur une des questions du président sur l'industrie et l'UMM. Vous le savez tous, l'automobile va mal. Elle va mal en France, elle va très mal en Allemagne. Et donc, le grand syndicat IG Metall s'inquiète évidemment des perspectives d'emploi dans cette industrie et que le paquet d'argent qui a été mis sur la table par les autorités allemandes pour permettre de développer des nouveaux projets dans le domaine militaire, avec l'Ukraine pas loin, et donc un besoin qui tire aussi ces nouveaux développements dans tout un tas de domaines, en particulier terrestres, fait que, oui, il y a sûrement certains qui se disent et qui s'imaginent qu'on va passer d'une industrie d'automobile déclinante parce que les Chinois sont très forts, à une industrie terrestre un petit peu plus forte. Et donc la bataille est engagée aussi sur le front terrestre. Et je ne ferai pas plus de commentaires que ça. Je rebondis quand même sur le fait que l'industrie française sur l'automobile souffre aussi. L'accélération d'un certain nombre de normes et de capacités ont pénalisé
nos industriels. Moi, je le vois beaucoup, non pas chez les grands industriels qui sont dans le tour de table de l'UMM, mais aussi, surtout sur toutes les PME en territoire où tous ceux qui sont dans l'automobile souffrent. Alors vous avez ceux qui ont un peu de chance d'être aussi dans l'aéronautique, donc ils arrivent un peu à rééquilibrer, encore que les bassins d'emploi ne sont pas tout à fait les mêmes, et que la mobilité en France n'est pas forcément quelque chose de très simple. Donc nous, on a la chance d'avoir une industrie de la défense, pas simplement aéronautique, pas simplement l'avion de combat, relativement développée. Il faut donc poursuivre cet effort, le développer peut-être un peu plus parce qu'on sent bien qu'il y a des nécessités. Je rajoute que maintenant, on n'est plus marqué du sceau de l'infamie d'être dans le domaine de l'armement, ce qui était encore le cas il y a quelques années, du fait de la fameuse taxonomie bruxelloise sur l'industrie de défense et d'armement. Les choses ont changé, j'oserais pas dire grâce à la guerre en Ukraine, parce que cette guerre est terrible, mais à cause de la guerre en Ukraine, il y a bien une prise de conscience européenne qu'il se passe des choses. Il y a bien une prise de conscience européenne que les Américains défendent leurs intérêts. Je veux dire, certains, en particulier en France, ne découvrent pas que les Américains défendent les intérêts américains. Il n'a pas fallu attendre Trump quand même pour savoir que les Américains ont toujours défendu leurs intérêts. Là aussi, allez voir le film sur De Gaulle, vous verrez, vous savez tous ça, vous avez tous lu les mémoires du général, mais malgré tout, ça, pour les jeunes générations, c'est assez intéressant de le voir, c'est pas du tout caricaturé. Donc oui, les Américains défendent leurs intérêts. Est-ce que les intérêts européens font partie des intérêts américains? C'est une question. Alors cette prise de conscience, comme la prise de conscience sur l'industrie, avec le rapport Draghi, tout ça est bien mis sur la table. Est-ce que, pour le moins, ça génère un mouvement, une impulsion? Oui, mais est-ce que, in fine, ça nous met au niveau de ce que peuvent faire aujourd'hui les Américains? On est bien loin on est bien loin de cette ambition aujourd'hui. Je pense que notre Europe de la défense est encore quelque chose à bâtir. C'est pas pour tout de suite. Aujourd'hui, c'est l'OTAN qui pourrait nous sauver s'il fallait faire la guerre avec les Russes. Est-ce que les Européens sauront faire la guerre seuls face aux Russes, avec leurs armements, sans prendre dans l'inventaire américain, sans les Américains? C'est pas à moi de répondre à cette question, c'est aux armées, c'est aux politiques. C'est sûrement une des questions sur lesquelles vous devez plancher. Et moi, j'ai quand même un doute aujourd'hui. En tout cas, l'organisation militaire de l'Alliance, elle est faite au travers de l'OTAN, et vu de ma fenêtre, je ne suis pas militaire, mais l'OTAN, il y a un chef, il y a un leader. Je sais que le mot heurte beaucoup. Ben si, il y a un vrai leader, et le leader, il est américain. Donc aujourd'hui, on ne sait pas d'effet de ce leadership. Si je prends les avions de combat, c'est évidemment le F-35 qui est l'avion de combat européen. Sûrement pas ni l'Eurofighter, ni le Rafale, ni le NGF, ni le G-Cap. Alors, est-ce que le fait d'en faire qu'un et de mettre tout le monde autour de la table permettrait ça? J'en doute. J'en doute parce que le temps de mettre tout le monde d'accord, vous avez vu, le temps que les intérêts nationaux des uns et des autres, de la volonté de récupérer une part du gâteau, soient discutés, les Américains ont sorti des générations d'avions de combat. Eux, ils font pas ça, ils mettent pas tout le monde autour de la table. Ils font un appel d'offres, ils décident et ils prennent le meilleur. Voilà. Bon, sur un grand pays, et y compris d'ailleurs de temps en temps d'avoir deux moteurs pour l'avion de combat, 2 avions de combat, ils ont des moyens colossaux. Donc, faudra une coopération pragmatique. À mon sens, entre États, c'est là où le NGF n'était pas forcément idiot au départ de la coopération. Et l'Europe de la Commission peut abonder, puisque dans les budgets européens maintenant, il y a des lignes non négligeables sur la défense, peut abonder ces projets qui sont démarrés au niveau des États. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire et prendre aussi une des questions qui avait été posée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et puis pour rebondir sur la question automobile, je suis entièrement d'accord. Évidemment, il y a un dépassement d'innovation par la Chine, mais aussi de la responsabilité des élus européens qui nous ont amenés à ça. Quand même, je parle en étant du pays de l'automobile, donc je sais de quoi je parle. Je passe à la question suivante, et c'est Olivier Cadic. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, pour votre propos liminaire. Il y a 5 ans, vous étiez ici, et j'avais évoqué
devant vous, justement, l'hypothèse d'un plan B au SCAF. Je m'étais appuyé sur l'histoire, sur le plan B du président Marcel Dassault des années 1980 et son impulsion qui a permis finalement la création du Rafale qui fait notre fierté et qui contribue aujourd'hui à notre souveraineté. Vous aviez alors tracé plusieurs voies qui démontraient déjà que Dassault saurait trouver des solutions pour anticiper les besoins de la France pour les prochaines décennies et conduire éventuellement un nouveau programme. Les difficultés auxquelles on est confronté, c'est un peu toujours la même chose, c'est qui dirige le projet. Bonaparte déjà disait que pour conduire une armée, mieux vaut un mauvais général que deux bons. Alors, au regard de l'expérience de ce que votre société a traversé au début des années 80, on se souvient des allers-retours, des pressions. Déjà, on nous parlait que la France n'aurait pas l'argent pour pouvoir faire ce programme à l'époque, que ça ne serait qu'un avion français et pas européen. Ce à quoi le président Dassault avait dit que ce sera un avion mondial. Et on en voit effectivement aujourd'hui le résultat. Quelle comparaison faites-vous avec les années 80 et ce que nous observons aujourd'hui dans la façon dont finalement les choses ne se sont pas faites en termes de coopération? Est-ce que Dassault, pour vous, peut conduire seul un nouveau programme visionnaire qui nous permettrait d'espérer pouvoir répondre aux besoins de nos successeurs dans 30 à 50 ans? Auriez-vous un nom de programme à proposer pour que nos compatriotes commencent à s'approprier cette idée? Merci. Oui, l'histoire de temps en temps balbutie et on voit bien que l'espoir, lors de la chute du mur de Berlin, d'avoir un monde plus en paix ne s'est pas avéré réel. Ça, c'est une première leçon. Donc, il faut continuer à faire les efforts de développement. L'histoire de la coopération sur le Typhoon ou sur le Rafale nous avait conduit à l'idée, dans les années 2010, je pense que certains d'entre vous s'en rappellent bien, ils étaient présents, de se dire « essayons de coopérer avec les Britanniques ». On sait qu'ils sont très liés aux Américains, il n'y a pas de doute là-dessus, mais donc on avait essayé de se dire on pourrait faire un drone de combat, puisque le drone de combat à 6 pays, les pays n'avaient pas suivi le fait de lancer un programme, on essaierait de faire. Et on s'inscrivait dans les accords de Lancaster House, qui étaient des accords de défense assez poussés entre la France et le Royaume-Uni, pour essayer de trouver. Donc moi j'ai beaucoup œuvré chez Rolls, chez BAE, chez Selex, pour trouver les moyens de coopérer avec les Britanniques. Ça n'aurait pas été facile, on avait débuté, ça aurait été compliqué, mais c'était une voie. Bon, cette voie a évolué vers le franco-allemand, très certainement l'effet Brexit, le changement à la tête de l'État, plusieurs choses ont fait qu'on a basculé vers l'Allemagne. Le sujet reste néanmoins le même, c'est-à-dire que on peut faire seul, on peut faire en coopération. Alors je le précise parce que de temps en temps la presse ne le comprend pas. Quand je dis je peux faire seul, j'ai pas dit qu'on avait forcément les moyens financiers pour le faire seul, j'en sais rien, je vais y revenir. Je dis techniquement, technologiquement, je sais faire seul avec mes partenaires, c'est pas tout seul Dassault, et le premier de ces partenaires dont j'ai besoin, parce que c'est comme ça sur un avion, c'est le moteur. Un avion sans moteur ne vole pas. Vous avez bien vu, j'ai été obligé de changer le moteur sur mon Falcon 5X pour faire un 6X. Je sais ce que ça coûte et je sais ce que ça veut dire. Donc, le premier sujet, c'est le moteur. Donc, y a-t-il un moteur pour propulser un avion de la taille de ce qui est projeté par nos armées à l'horizon 2040-2045, c'est la question numéro 1. C'est vraiment le sujet sur le chemin critique. Donc on n'est pas tout seul, c'est pas Dassault tout seul. Donc c'est Safran. Safran peut-il coopérer avec d'autres? Il a démontré qu'il était prêt à coopérer avec MTU, mais
en tant qu'observateur, je ne souhaite pas me mettre à la place de Safran, mais c'était une coopération dans laquelle l'architecte très clairement exprimé, c'était Safran. C'était pas un co-leadership, même s'il y a une JV, la JV, ça ne veut pas dire grand-chose. Il nous faut une électronique. Un avion de combat sans électronique, ça ne marche pas. Il faut un système. Et là, on le travaille avec Thales, qui, je le crois, peut-être que je me trompe, mais est leader dans ces domaines de radar, de guerre électronique, d'optronique. Donc, c'est pas tout seul, toute cette compétence, on le sait faire. Donc, c'est bien une problématique de moyens. Alors, dans les moyens, il y a deux choses. Il y a les coûts de développement. Effectivement, si vous faites un programme en coopération, vous les partagez. Donc, ça peut offrir un avantage. Si vous êtes 2, vous divisez par 2. Si vous êtes 3, vous divisez par 3. Sous réserve quand même qu'on n'augmente pas trop la facture parce que justement on duplique, parce qu'on veut tout bâtir ensemble et que finalement, si on multiplie par 3 le nombre d'ingénieurs et les délais par 3, on va arriver à ce que ça coûte plus cher, même redivisé par 3, etc. Et puis il reste le sujet d'acheter les avions. Et vous voyez bien, et vous le savez tous, puisque vous travaillez sur les budgets de la défense, qu'acheter des Rafales pour la France, c'est pas si simple. Il faut mettre un budget. Or, le Rafale, dans son domaine, c'est l'avion le moins cher. Il est moins cher qu'un Typhoon, il est moins cher qu'un F-35, quoi qu'en disent certains. Il faut trouver l'argent pour acheter les avions. Si vous faites un avion en coopération qui a tellement grossi parce qu'il a fallu faire de la place à tout le monde et qui n'a pas eu cette volonté de maintenir la taille, vous allez faire un avion plus cher. Donc vous allez gagner peut-être au début sous réserve de ce que j'ai dit avant. Et en plus, il faut acheter les avions et ça coûte. Et 3, si l'avion coûte cher, s'il est complexe, etc., il s'exportera moins. Et donc le retour financier vers le pays soit moindre. Donc l'affaire des moyens, c'est bien à regarder précisément entre on fait tout seul ou on fait en coopération. Et donc la voie qui pourrait être une bonne voie, c'est celle qu'on avait explorée dans le Neurone. Le Neurone était un démonstrateur de drones de combat, c'était un démonstrateur de furtivité, mais c'était aussi un démonstrateur de coopération européenne pour dépenser le moins possible. Et donc, garder l'efficacité. C'est cette manière de coopérer qui, à mon avis, est la bonne. Ça veut dire qu'on peut coopérer, on sait coopérer, on était 6 pays, avec chacun dans son domaine où il a des compétences, et avec cette volonté de faire pas toujours le plus gros, pas toujours la duplication, on s'est organisé comme tel, et on est tout à fait prêt à ça. Si on arrive à trouver des pays avec lesquels, et surtout des industriels, parce que c'est pas tout de faire des coopérations politiques, il faut aussi faire des coopérations dans lesquelles les industriels vont se sentir bien. S'ils se sentent pas bien, ça marche pas. On vient d'en faire la démonstration. Donc, quelque part, c'est ça qu'il faut trouver. Donc, on peut faire seul, c'est possible. On peut aussi trouver des coopérants. Et ces coopérants doivent-ils aller exclusivement en Europe? Ça, c'est encore une troisième question qu'on se pose. Non, les noms, je les garde aujourd'hui pour moi, parce qu'il faut que je sois en ligne avec l'État. Je ne peux pas faire tout seul. Vous connaissez mon immense respect pour l'État. Merci, Monsieur le Président. Je rappelle que dans cette commission, nous nous sommes depuis plusieurs années maintenant battus pour que le projet T-Rex puisse être financé par la DGA, ce qui n'avait pas été le cas dans notre programmation militaire de 2023. Et donc nous avons évidemment mesuré l'importance que ce projet avait pour l'avion du futur, si je puis dire ça comme ça, pour permettre effectivement d'avoir une poussée plus importante. On doit passer à 9 tonnes, je crois, avec un objectif à 11 tonnes, si mes souvenirs sont bons. Et donc la Commission et l'ensemble des commissaires ici au Sénat se sont évidemment mobilisés sur ce sujet. Je pense qu'on a obtenu gain de cause et c'est aussi une brique qui va permettre, j'espère en tout cas, d'avancer sur cette question. La parole est ensuite à Olivier Cigolotti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous avez évoqué dans votre propos liminaire la possibilité de préserver la dimension cloud de combat en partenariat. Or, les Allemands viennent de lancer un programme souverain avec Helsing, doté d'un budget assez conséquent. Est-ce que vous pensez qu'il est encore temps et encore possible de sauvegarder cette dimension cloud de combat? Est-ce que c'est de la provocation de la part de nos amis allemands ou est-ce qu'ils s'engagent de façon résolue dans cette voie souveraine? Et puis concernant le chasseur de 6e génération, la LPM prévoit désormais la possibilité d'un démonstrateur à l'horizon 2035, éventuellement au besoin strictement national. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît réaliste aujourd'hui,
compte tenu de ce qui vient de se passer et des éléments que vous venez d'évoquer sur les aspects budgétaires et en termes de coopération. Alors, je rappelle, sur le moteur, c'est fondamental, le T-Rex, puisque ça ouvre la voie vers un moteur qui pousserait 11 tonnes, qui donc va vers la voie d'un moteur qui pousserait un futur avion de combat un petit peu au-dessus. C'était un des sujets qu'on a mis sous la table pour le futur avion de combat, mais il y avait une volonté de certains de faire un très gros avion de combat. Si vous faites un très gros avion de combat, il faut un moteur qui pousse beaucoup plus, même si vous en mettez 2. Donc, quelque part, ça mettait la barre pour Safran encore plus haut. Donc, je pense que cette approche itérative et réaliste, elle va servir le programme Rafale et elle servira le futur avion de combat, quel qu'il soit. Donc ça, c'est quand même assez fondamental de voir cette incrémentation du moteur dans le développement. Donc ça, il faut continuer à le développer. Et quand on va faire F5, quand on va faire tous ces éléments, on a en tête le futur. Sur le cloud de combat, je reste perplexe. Le cloud, c'est un nuage. Le nuage, c'est de la vapeur d'eau. Vous voyez, il faut quand même, je veux dire, on a à un moment donné pensé que tout pouvait se dématérialiser. Tout ne se dématérialise pas. On le voit dans tous les conflits aujourd'hui. Ce qui fait l'efficacité militaire, malheureusement, ce sont la capacité de tirer des armes. Les armes, c'est bien... voilà. Alors, il faut les tirer au bon endroit, il faut avoir la bonne information en face, etc., etc. Donc, le cloud de combat, nous, par exemple, aujourd'hui, 2 Rafales travaillent en cloud. Ils sont ensemble pour arriver à faire, c'est du combat collaboratif, en réalité, le vrai mot. Le mot cloud est un mot un peu perturbé. Le vrai besoin, me semble-t-il, et quand on observe les Américains, c'est pareil, c'est d'avoir un système de commandement à tous les niveaux, que ce soit un C2, un C3, un C4, qui puisse apporter les informations aux différents effecteurs, aux différents tirs, vers les militaires. Et donc, il y a besoin d'avoir ce grand système. Aujourd'hui, c'est un grand système fait pour l'OTAN par un certain nombre de sociétés dont Thales. C'est ce futur système. Voilà. Ce qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, me semble-t-il, c'est que ce système, il va prendre en compte l'espace, les satellites, l'observation. On voit bien qu'en Ukraine, Starlink a eu un certain... Donc, c'est les constellations de satellites. Vous savez que notre président et la France veulent développer Iris-Carré, donc une constellation militaire européenne. Posons-nous la question de savoir ce que veulent faire les Allemands. Moi, j'ai compris que les Allemands, quand je lis la presse, quand je parle avec eux, ils veulent faire une constellation allemande. Bon, donc, comment le cloud va survivre à ça? Moi, je sais pas, je sais pas dire, mais c'est quand même assez surprenant. Je pense qu'il y a une vraie volonté allemande de faire, de revenir dans ces domaines-là. On ne peut pas ne pas le voir. On peut pas voilà, il y a de l'argent sur la table. Il y a l'automobile qui tombe, la chimie aussi, par ailleurs. Mais il faut alimenter l'industrie. Vous savez qu'en Allemagne, l'industrie, c'est quand même quelque chose de fondamental. Alors en France, on veut réindustrialiser. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, selon comment on fait les calculs, on est à 10%, voire un tout petit peu en dessous de 10% du PIB. L'Allemagne doit être à 16%, l'Italie à quasiment 20%, la Suisse à quasiment 20%. Enfin, on est un pays désindustrialisé. Donc, on accueille favorablement tous ceux qui disent qu'il faut le réindustrialiser. Je ne veux pas rentrer là devant vous, devant la problématique, mais pour réindustrialiser un pays, il faut vraiment faire ce qu'il faut pour que l'industrie soit écoutée et entendue et que ça donne lieu à des actions, à des projets de loi dans les hémicycles pour qu'on puisse créer l'ambiance qui est... Et je le redis avant que ça soit dit, le but n'est pas de faire de l'industrie sans prendre en compte l'aspect environnemental. Et c'est par l'industrie qu'on créera les bonnes conditions de l'aspect environnemental. Mais c'est pas en punissant l'industrie pour faire de l'environnement, ça ne marchera pas. Voilà. Donc et puis après, vous le savez, la compétitivité française est ce qu'elle est. Dans la défense, on le traite d'une certaine manière parce que c'est très géopolitique. Dans le domaine de l'industrie civile, on a des concurrents. Le marché français n'est pas suffisant. On a des concurrents en Europe parce que ça ne vous a pas échappé qu'il n'y a pas d'harmonisation ni fiscale et encore moins sociale en Europe. Donc il y a des pays plus compétitifs au sein de l'Europe avec une libre circulation des biens et des personnes.
Et puis vous avez des pays très compétitifs, pas très loin de chez nous, en Afrique du Nord par exemple. Vous avez des pays compétitifs maintenant, c'est l'Inde. Pour certains, c'est la Chine. Le secteur automobile, massivement, est obligé d'aller en Chine pour essayer de contrer la concurrence et survivre. Donc, c'est pas en augmentant encore les impôts ou les charges sociales qu'on va y arriver. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut liquider le modèle social, bien au contraire. Comment on fait pour sauver le modèle social, qui est un système qui est quand même protecteur pour nos concitoyens, mais il va falloir faire quelque chose. Mais là, je rentre dans un sujet qui dépasserait et de loin le propos de ce matin, mais qui, à mon avis, tout est lié à un moment donné. Pardon, je n'ai pas répondu à la dernière question qui était le démonstrateur de 6e génération 2035. Oui, c'est possible sans le moteur. Le moteur va prendre du temps. Donc, on pourra peut-être mettre un T-Rex, mais voilà, le moteur, c'est long. C'est pour ça que j'ai toujours dit, même 2040, ce n'est pas atteignable d'avoir un moteur qu'on aura suffisamment développé et mis au point pour un avion opérationnel, où on avait dit 2045, c'est déjà quelque chose d'assez ambitieux si on ne s'arrête pas maintenant. Pas pour le premier vol, mais pour le premier standard opérationnel. Et je précise sur le T-Rex, parce que comme on est écouté, que ça fait depuis, je pense, la création du M88, c'est-à-dire du moteur actuel du Rafale, qu'il n'y a pas eu de recherche sur les parties chaudes par Safran sur la motorisation. Et donc les Américains ont pris une avance considérable sur nous, que si cet investissement, notamment de la DGA, mais aussi de l'industriel, n'était pas mis en œuvre dans le cadre du projet T-Rex, évidemment ce serait un retard qui serait irrattrapable. Et donc il est important aujourd'hui que nous puissions mettre en œuvre cette recherche pour pouvoir gagner sur les matériaux les degrés nécessaires pour pouvoir la puissance qui va bien. Donc je pense que c'était évidemment une très bonne chose de s'être battu sur ce sujet, parce que ça va permettre évidemment... Et je rappelle que quand le Rafale a volé pour la première fois, il y a 40 ans, d'ici 2-3 jours, ça fera 40 ans que le Rafale a fait son premier vol. Très rapidement, il l'a fait avec un moteur américain. Très rapidement, on a pu mettre le moteur M88 en lieu et place du moteur américain pour la suite des essais en vol. Et le moteur était à l'heure. Donc c'est fondamental, le moteur. C'est ce qui donne notre indépendance et notre souveraineté. Philippe Folliot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le propre d'un drone comme d'un avion, c'est d'être dans la 3e dimension. Et on voit au travers de ce qui se passe, plus particulièrement sur le théâtre ukrainien, la prégnance majeure, j'allais dire, des drones. Dans un premier temps sur la zone du champ de bataille, mais de plus en plus sur les frappes en profondeur. Et ces jours-ci, l'actualité montre, j'allais dire, toute l'efficacité donc de ce qui est proposé par les Ukrainiens en la matière. Nous étions lancés dans un grand programme national et européen, l'Eurodrone. Dassault est partenaire important donc de ce programme. Est-ce que vous pouvez nous dire où on en est par rapport à cela, et ensuite nous dire finalement quelle est votre analyse au regard de ce que disent certains et de ce qu'on constate, c'est-à-dire que finalement le théâtre ukrainien aujourd'hui, à certains égards, c'est la revanche de l'artisan sur l'industriel, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire de ceux qui peuvent bricoler un certain nombre de choses qui ne coûtent pas cher, mais qui sont aussi, à certains égards, efficaces. Et face aux grands programmes que nous pouvons porter, qui peuvent parfois être coûteux, mais surtout très longs et très technologiques, comment arriver, selon vous, au juste équilibre entre ces deux approches ? La question est très intéressante. Alors, d'abord, j'essaye de tuer dans l'œuf tous les petits drones qui volent ne remplaceront jamais les gros effecteurs. Parce que le problème, c'est la taille de la charge. Petit drone égale petite charge. Petite charge égale petit dégât. C'est aussi simple. Si vous voulez faire un trou dans un bunker, il vous faut une arme lourde. Cette arme lourde, elle est portée par un avion de plus en plus gros. Et les Américains ont porté la sophistication jusqu'à avoir des énormes bombardiers stratégiques avec des armes qui peuvent percer très profondément, etc. Et vous ne ferez jamais ça avec un drone. Donc l'avion de combat reste l'outil de supériorité aérienne
qui vous permet ensuite de faire des missions air-sol. Et de tous les plans des armées de l'Ouest, on va les appeler comme ça, occidentales, c'est d'abord de faire ça, une campagne aérienne, prendre le ciel, être capable de nettoyer. Vous avez vu, on l'a vu en Irak, on l'a vu en Libye, les Américains font toujours comme ça, c'est ce qui s'est d'ailleurs passé là récemment en Iran, sauf qu'à un moment donné, l'arme aérienne n'est pas suffisante, elle est faite pour nettoyer, préparer, et puis après, normalement, vous avez des armées de débarquement qui arrivent, et vous avez des troupes au sol qui font le travail. Donc quelque part, c'est ça les plans. L'arrivée des drones accentue une certaine dimension, c'est-à-dire quand vous avez une armée de drones qui peuvent individuellement tirer des objectifs quasiment individuels. Vous savez bien qu'en Ukraine aujourd'hui, un drone manuellement piloté va tirer pour interdire à une ligne de front à des soldats, ils tirent soldats un par un. Donc c'est quand même très très particulier. Alors, ils peuvent aussi aller tirer, mais si vous prenez par exemple des pays du Moyen-Orient, ils n'ont pas beaucoup souffert de l'attaque des drones. Évidemment, vous avez un drone qui rentre dans un hôtel, ça se voit, ça casse la chambre d'hôtel, ça peut tuer, il n'y a pas de doute. Ce qui tue aussi, c'est les retombées des défenses aériennes, parce qu'il y a des éclats très forts, et si vous êtes en dessous, vous risquez, voilà. Mais ça ne fait pas les dégâts que vont faire des armements en profondeur, qu'ils soient des armements sol-sol ou des armements tirés d'air. Donc c'est une nouvelle façon de faire la guerre. Donc vous avez raison, nous, on sait faire ces matériels de haut niveau, et on a choisi pour faire les matériels de petit niveau de s'associer à des toutes petites sociétés avec lesquelles on va travailler, et on travaille. On a choisi, nous, Dassault Harmattan AI, une société qui produit déjà des milliers de drones, quasiment dans des garages, avec en plus, pour Harmattan AI et pour nous, une logique de développement de l'intelligence artificielle pour faire voler les drones, acquérir les cibles, être capable de... Donc, on développe des partenariats entre ces deux sociétés, la petite qui sait faire des choses presque en bricolant, et la grande qui sait faire avec, etc. Alors les normes ne sont pas les mêmes, les besoins ne sont pas les mêmes. Et donc on va aussi apprendre à répondre d'une certaine manière. Est-ce qu'on ne peut pas faire plus vite, différemment, etc. Mais on a besoin de la puissance publique pour simplifier aussi un certain nombre de contraintes qu'on nous met. Je vous rappelle que le principe de précaution étant inscrit dans la Constitution, tout est fait pour être complexe. Donc il va falloir nous aider aussi à être de moins en moins complexe. Ce qui n'est pas simple pour un avion, parce qu'un avion, ça doit voler, ça doit pouvoir tirer des armes au bon endroit et pas à côté, etc. etc. Donc, c'est une nouvelle dimension. Elle est prise en compte. De toutes les manières, il faut faire maintenant des drones, des petits drones, pour contrer les petits drones adverses, parce que de toutes les manières, vous voyez bien que des nuages de drones qui survolent une ville, ça doit être très stressant pour la population, et ça fait partie de la guerre psychologique aussi, et pas que psychologique. Ça fait des destructions, et dans une ville, c'est terrible. Donc vous voyez arriver des filets. Maintenant, si vous tirez une bombe de 1000 kilos, filet ou pas filet, ça détruira le bâtiment. Hein. Donc vous voyez, c'est des choses très complémentaires, avec des coûts très différents, etc. Il faut l'intégrer, effectivement, dans les planifications et les prévisions futures, et trouver les tactiques d'emploi. Parce qu'entre une tactique d'emploi ukrainienne et une tactique d'emploi iranienne ou une tactique d'emploi avec de l'intelligence artificielle, c'est très 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 différent. Et ça va donner lieu à des matériels très différents. Ça ouvre la voie d'ailleurs à comment on fait avec l'intelligence artificielle dans le domaine de l'armement, jusqu'où on va, comment l'homme est encore dans la boucle, et jusqu'où il délègue un certain nombre de missions à cette intelligence artificielle. Ça pose des vraies questions aussi sur lesquelles on va devoir répondre dans les années à venir. Quid de l'eurodrone C'est presque freudien le fait que j'ai oublié la question. Pour nous, c'est simple, Airbus nous a dit dehors. Bon, alors donc, on n'est pas d'accord, et donc on discute. On discute du pourquoi on est dehors. Donc je ne peux plus vous dire où en est le programme, puisque les ponts sont coupés, au sens programmatique du terme. Après, l'eurodrone, moi je me rappelle, j'ai été un de ceux qui l'ai bâti avec le président à l'époque de Finmeccanica, c'était pas encore Leonardo,
et de EADS, c'était pas encore Airbus, donc vous voyez, ça fait longtemps. On était à 3 autour de la table, et j'ai dit, il faut qu'il y en ait un qui soit leader. Et on a à 3 décidé que ça soit Airbus. Alors là, il ne conteste pas le fait qu'il ne faut pas être coco, hein. Il y a un leader. Mais quand c'est l'avion de combat, non, ça c'est plus compliqué. Donc l'Eurodrone, je ne sais pas, c'est aux militaires aussi à le savoir. La France s'est lancée dans ce programme. Les choses ont évolué. Un Eurodrone au-dessus du Sahel, c'est vrai que ça vole longtemps, ça observe bien, ça doit avoir une pertinence. Un Eurodrone dans un conflit armé où le ciel n'est pas complètement maîtrisé, et du moins la menace solaire est toujours là, la menace RR est toujours là, c'est sûrement une cible assez facile. Donc c'est pas à moi à répondre. J'ai compris que les Français ne voulaient plus acheter d'Eurodrone. J'ai compris ça parce que je lis la presse, hein. Voilà. Mais il y a eu les travaux parlementaires dedans, donc il n'y a pas d'achat de drones Eurodrone dans la loi de programmation militaire. Il y a un développement qui est en cours. Est-ce qu'il s'arrête, est-ce qu'il ne s'arrête pas? Je ne sais pas vous dire. Merci beaucoup. François Bonneau. Oui, merci Président. Président, selon l'adage que le temps perdu ne se rattrape jamais, voilà, je ne vais pas revenir sur le SCAF. Simplement, vous avez dit dans votre propos liminaire que les drones de combat étaient complémentaires des avions de chasse. Mais dans le cadre de l'accélération des technologies, est-ce qu'on ne peut pas envisager à l'horizon 2040 que les drones de combat viennent suppléer les avions de chasse? On a vu dans le conflit entre l'Iran et les États-Unis que pour récupérer un pilote, et les Américains ont très bien fait de le faire, mais il avait fallu mobiliser 30 avions, qu'on en avait perdu 2. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, et demain surtout, est-ce qu'on ne sera pas capable de mener des combats sans des pilotes dans les appareils avec la même efficacité? C'est ma première question. La deuxième, par rapport à vos concurrents, on observe de très grosses difficultés de livraison des Américains avec le F-35. Quelle est votre analyse sur le sujet? Oui, là, pour reprendre la dernière question, les Américains font passer les Américains d'abord. Ça ne vous a pas échappé. Là aussi, c'est pas exclusivement une problématique de politique trumpienne. Ça a toujours été le cas. Donc quand vous avez des opérations qui ont été assez denses au Moyen-Orient, vous voyez que les munitions, elles sont principalement aiguillées vers l'armée américaine pour mener ces opérations, et on ne peut pas les critiquer du domaine. Sur les F-35, ben oui, ils ont vendu beaucoup de F-35, beaucoup plus que de Rafale nous-mêmes, et en particulier en Europe. Contrairement à la légende, reprise très souvent par les journalistes qui aiment bien faire du bashing de certaines capacités, quand on a vu que les Suisses achetaient du F-35, notre livraison de Rafale aurait été faite bien avant que les F-35 arrivent. Pareil pour la Belgique. Donc on voit bien que les livraisons, avant même la guerre en Ukraine, hein, donc on voit bien que livrer un F-35 prend beaucoup plus de temps que de livrer un Rafale. Donc il n'y a pas de... Après on dit, oui mais vous avez déjà des commandes, vous n'avez jamais à monter en cadence. Ben, on monte en cadence, on va livrer nos avions, on continue à monter en cadence, on va être très pris dans les 2-3 ans qui viennent. Mais une livraison d'avion, toutes les arcs, c'est 3 ans et demi à peu près en moyenne. Donc de toutes les manières, voilà, après 2030, on a des capacités à reprendre des contrats tout de suite. D'autant plus que la France décale ses livraisons d'avions. Donc on se retrouve avec des trous de production en 2031-2032 par exemple. On en aura plus après. C'est ce que me disait toujours Serge Dassault. Ce que vous livrez pas tout de suite, c'est une bonne nouvelle parce qu'on le livrera après. Bon. Après, moi, je ne me fais pas le porte-parole de l'armée de l'air qui vous dira très directement ce qu'elle en pense, à juste raison. Donc quelque part, voilà, ça c'est pour sur le drone de combat. Je pense qu'on ne remplacera jamais, mais je peux me tromper parce qu'il ne faut jamais dire jamais, l'intelligence humaine et la sensibilité humaine quand vous êtes au milieu du combat. C'est ce qui fera, parce que si tout le monde est automatisé, vous aurez des algorithmes contre des algorithmes. Bon, c'est sûr que ça jouera, il y en aura, mais le pilote a ceci en plus, il a été formé, et
dans un combat aérien, c'est cette capacité qui fera un petit peu plus la capacité de réussir. Donc ça, c'est en air, et la menace aérienne existe. Et en air-sol, ça sera aussi la capacité à se reconfigurer, pas in the book. Donc je pense qu'il y aura toujours des pilotes. Quand vous faites une opération en Iran, vous dites 0 mort, 0 pilote attrapé, etc. Ah oui, bon, mais quand vous faites une guerre, si vous faites la Deuxième Guerre mondiale, il y a des morts. Il y a des morts dans toute guerre. Faire la guerre à 0 mort, ça n'existe pas, en tout cas vu de ma fenêtre, etc. Donc le problème de se dire le pilote risque d'être fait prisonnier n'est pas un sujet, c'est une bataille de com'. C'est vrai qu'on l'a vu en Yougoslavie, un pilote pris, montré à la télé, c'est très désagréable, mais comme des otages. Les otages aussi, ils ne sont pas forcément pilotes, c'est toujours très désagréable. Ça n'empêchera pas l'homme qui doit être au plus près du combat pour mieux comprendre, et ça n'empêchera pas l'automatisation avec de l'IA, et qui arrivera. Et donc c'est la combinaison des deux qui fera la force des armées modernes. C'est à faire, c'est pas encore fait, personne ne le fait, pas même les Américains. Attention, les Chinois avancent vite. Dans ces domaines-là. Donc il est très important de développer des algorithmes, et on va le faire dans le cadre du F5 aussi, de développer des algorithmes et de pouvoir commencer à travailler avec des drones de combat en liaison avec l'avion de combat. Et ça ne se fait pas de manière séparément. Ceux qui croient qu'on développe des drones de combat dans un coin, des avions de combat dans un autre, etc., ça ne marche pas. Celui qui croit que parce qu'il fait un cloud, c'est-à-dire qu'il fait de la vapeur d'eau, il va être capable de tout diriger, ça ne marche pas non plus. Merci François-Noël Buffet. Hier sur le fait que sur le fait que vous avez fait un rétexte sur les événements du Moyen-Orient, très bien. Mais en ce qui concerne les discussions qu'il y avait avec les Émirats arabes unis et semble-t-il la fin des relations, qu'en est-il? Que pouvez-vous nous dire de cette situation? J'en suis un témoin privilégié. La relation est excellente entre les deux pays. La relation avec les armées émiriennes est excellente entre les deux pays. La relation de Dassault et celle des Émirats est excellente aussi, à tous les niveaux, à haut niveau aussi, parce qu'ils connaissent notre fidélité et notre attachement. Ils aiment notre franc-parler. C'est un pays qui aime bien qu'on ne lui raconte pas n'importe quoi pour lui faire plaisir. Donc voilà, alors on n'est que la France, nous ne sommes que Dassault, on ne fait pas tout. Mais notre ambition numéro 1 pour l'instant, c'est de livrer 80 Rafales. On a vendu 80 Rafales aux Émirats, les livraisons ont commencé cette année, il y a 80 Rafales à livrer pour les années à venir. Évidemment, ça les intéresse de savoir que la France va se lancer dans le F5, parce que ça donne un futur aussi pour eux. Et évidemment, ils s'intéressent aussi à savoir si on lance un futur programme d'avions de combat, parce qu'ils veulent regarder la perspective française et la perspective de Dassault et de ses partenaires à long terme. Ils s'inscrivent tous dans le long terme. Et ils le connaissent, ce long terme, parce que ça fait quand même depuis des décennies qu'ils travaillent avec la France et avec Dassault, comme d'autres pays comme l'Inde. Donc c'est bien cette inscription dans un temps long, avec une politique étrangère qui est celle que nous connaissons depuis des décennies. C'est ça qu'ils viennent chercher. Ils viennent chercher cette voie de la France. Alors vous allez me dire que je suis un rêveur. Non, c'est une réalité. Quand on sort de France, et vous le savez tous, vous êtes dans une commission où vous sortez de France, la voix de la France est toujours attendue. Je ne dis pas que tout le monde va écouter à 100% ce que dit la France, mais on aime savoir ce que pense la France, parce qu'on sait qu'elle ne pense pas tout à fait, elle n'est pas tout à fait alignée sur certains grands alliés. Merci beaucoup. Et enfin, Pierre Médevielle. Merci, Président. Monsieur le Président, lors de notre visite en délégation sur la base aérienne d'Évreux, moi j'avais noté l'enthousiasme de certains pilotes pour les avions Mirage reconditionnés au niveau électronique et système de guidage, de largage et de navigation. C'était assez intéressant, j'ai trouvé. D'autre part, nous avons reçu dans notre groupe il y a 3 semaines Catherine Vautrin. Et on a évoqué, je rejoins un peu Philippe Folliot sur cette question, nous avons évoqué,
sûr, nous avons des produits leaders comme le Rafale chez vous, l'A400M d'Airbus, mais qui sont quand même des produits relativement chers. On avait évoqué avec Catherine Vautrin peut-être le développement de gamme, je ne vais pas dire low cost, mais plus abordable. Quand on voit ce qui se passe en Ukraine, au Moyen-Orient, c'est qu'on aura besoin de plus en plus de matériel sur des conflits qui durent. Alors, est-ce qu'il y a un espace entre les drones et le Rafale pour des matériels plus abordables? Alors, c'est un vieux serpent de mer, je vais le dire comme ça, parce que l'idée est séduisante, je reconnais. La réalité, c'est que le Rafale est le plus petit avion qui remplit les missions de l'armée de l'air française. Et si vous prenez un Mirage 2000, qui est beaucoup plus petit, qui fait beaucoup moins, et qui a été, pendant des années, quand même, l'avion phare de nos militaires, grosso modo, si vous avez un conflit de haute intensité, les Américains ne le prendront pas, parce qu'ils ne voudront pas d'un avion de deuxième catégorie. Est-ce qu'ils prendront un Gripen? Ça sera une bonne question, parce que les Américains raisonneront en disant, moi, on doit déjà se battre pour dire le Rafale, il est du niveau du F-35, parce que les Américains vous excluront le Rafale. Donc parce que l'interopérabilité, parce que je rappelle que le Rafale est entièrement interopérable autant, mais que les Américains, avec le F-35, sont plus interopérables autant, pratiquement. Ils sont interopérables F-35. Donc, en fait, pourquoi? Parce que l'avion doit s'insérer dans des opérations complexes, donc doit avoir des cryptages ad hoc, doit avoir une capacité de détection ad hoc, une capacité de tir ad hoc, une capacité de tenir en l'air parce que il faut attendre les ravitailleurs, une capacité de tir avec beaucoup d'armement le plus possible, parce qu'une fois qu'on l'a envoyé, il faut qu'il soit le plus efficace possible, qui disqualifie tous les petits avions. Donc, on s'est posé aussi cette question-là, parce que vous avez aussi la deuxième idée que vous n'avez pas évoquée, mais qui est à peu près la même, qui est de dire on pourrait faire un avion d'entraînement remplaçant l'Alpha Jet qui soit aussi un petit avion qui ferait le job. Ben, on n'y arrive pas. On voit bien que c'est d'abord l'Alpha Jet, très bon avion d'entraînement. Le remplacer, c'est définir un nouvel avion, c'est un peu compliqué. Donc on a toujours cette question posée. Mais en aucun cas, le fait de faire un petit avion... Alors ça peut marcher dans certains pays qui ne veulent pas rentrer dans des conflits de haute intensité. Mais pour nous, ça voudrait dire, pour un pays comme la France, il faut remobiliser de l'argent pour développer. Peut-être avec d'autres, mais quand même, il faut remobiliser, puis il faut réacheter. Donc ça voudrait dire que, grosso modo, et je connais les lois de la loi de programmation militaire, on prendrait des petits avions, il y aurait une tendance et une tentation politique d'en prendre plus de petits et de ne pas prendre les grands. Et c'est les grands qui font vraiment la guerre. Donc je ne sais pas si... Voilà, c'est ça, ces réflexions, on les a eues. Et effectivement, je conteste toujours le mot cher, mais je sais que dans votre bouche, ça veut dire que c'est un matériel qui a un poids. Mais si vous preniez les sous-marins, parce que je sais que beaucoup de gens qui sont attachés aux sous-marins, les sous-marins, ils grandissent. Les frégates, elles grandissent. On pourrait dire, on va faire des petites frégates à la place d'une grande frégate. Mais vous voyez bien que ça marche pas. C'est pareil. On va faire des petits sous-marins à la place des SNE. Mais ça marche pas. Et c'est toujours la tentation sur les avions. Mais les gros objets, on a besoin des gros objets, ils deviennent de plus en plus sophistiqués. Et justement, nous, notre force, me semble-t-il, de Dassault, c'est d'arriver à faire les plus petits avions capables justement de ces performances-là. Et je ne vois pas d'avion plus petit que le Rafale qui fait les performances du Rafale. J'en connais pas dans le monde. De temps en temps, ça impressionne même nos amis américains, ils ne peuvent pas le dire dans le poste, mais c'est quand même une prouesse technologique et qui est issue du fait que, comme on n'a pas des gros moyens en France, on l'a fait à minima. Alors c'est beaucoup d'argent, je reconnais, c'est beaucoup d'argent. Et après, quand il faut acheter des avions, c'est beaucoup d'argent aussi, etc., etc. Mais c'est l'avion de combat, c'est vraiment la nécessité d'avoir la maîtrise du ciel. Ou sinon, vous faites comme les autres, vous achetez des F-35, donc vous ne payez pas le développement, encore que certains ont payé un bout du développement. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ceux qui ont payé un bout du développement du F-35 sont ceux qui ont payé l'Eurofighter. C'est quand même extraordinaire, les Britanniques, les Italiens et les Allemands, évidemment. Donc, quelque part, et on parlait tout à l'heure de plan B, mais le plan B, il est amorcé. Le plan B, c'est un super Rafale, ce qui n'empêche pas qu'on fera un futur avion de combat, et ça coûte quand même moins cher que de faire l'avion de combat qui est énorme et qui, soi-disant, vole en 2035. On n'a jamais pensé ça. C'est ça le plan B. C'est justement d'avoir réussi un avion. Et
nos anciens, je les félicite, un avion qui aujourd'hui, 40 ans après son premier vol, s'inscrit dans un futur qui va encore faire 40 ans. C'est un truc extraordinaire. Donc il vaut mieux faire ces grands choix de manière très stratégique et technique, opérationnelle et technique. Parce qu'après, ça dure pendant très longtemps. Donc la réponse est, on a regardé, voilà, on n'y arrive pas. Il n'y a pas de demande à l'export. Et puis après, oui, vous avez l'export. Les pays export, ils veulent quand même le meilleur avion. Donc il faut se battre contre nos amis américains. Et aujourd'hui, c'est le F-35. Donc avec un Rafale, vous êtes quand même dans la classe des avions du F-35, quoi qu'en disent les Américains, quoi qu'en disent certains Européens pour choisir le F-35. La réalité, c'est que vous faites quand même beaucoup de choses avec le Rafale. Avec un drone de combat à côté, honnêtement, on ferait mieux que le F-35. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question, si je peux me permettre, sur la question des architectures ouvertes, parce qu'on a vu que les Américains aujourd'hui imposaient à leurs industriels des architectures ouvertes sous peine de ne pas leur acheter de produits pour pouvoir justement, j'allais dire, très basiquement faire ce qu'ils veulent avec le matériel et ensuite pouvoir l'utiliser. Quelle est aujourd'hui la position de Dassault sur ce sujet L'architecture de l'avion de combat sera fermée, archi fermée. Parce que le numéro 1 quand on fait une mission nucléaire, c'est la sécurité. Pas se faire hacker pendant que vous faites votre mission nucléaire. Donc le système sera super fermé. Par contre, on comprend qu'il faut, pour des raisons ABCD, s'ouvrir au monde. Donc on fait une deuxième architecture, et je m'arrêterai là, qui peut prendre un certain nombre de sujets d'ouverture. Mais le cœur du cœur sera fermé. Sinon, je ne peux pas garantir que la mission nucléaire sera intègre. Ça supposera pour l'armée de l'air de différencier les avions qui auront la mission de face et les avions qui seront... Des architectures qui permettent justement ça. C'est vrai aussi dans les gros systèmes informatiques qu'on peut avoir par ailleurs, indépendamment des avions de combat. C'est dans l'architecture qu'il faut penser dès le départ la sécurité et de la cyber et une certaine ouverture pour être capable évidemment de dialoguer. Après, le Rafale dialogue très, très facilement en liaison 16. Donc, et la liaison 16 est une liaison autant, en réalité une liaison américaine, avec des crypteurs américains, etc. etc. Bon, mais vous pouvez l'enlever si vraiment vous voulez faire un truc totalement intègre. Donc, notre système est ouvert vers des réseaux militaires otaniens. Mais il est pensé, et c'est la demande officielle, hein, d'être capable de faire la mission suprême dans un environnement totalement brouillé, dans un environnement où on ne coopère plus, et dans un environnement où il faut y aller. Voilà, c'est le besoin opérationnel. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je voudrais d'abord vous remercier, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, d'avoir accepté de venir devant cette commission pour, je pense, une des rares prises de parole récentes sur la question du SCAF, qui est évidemment un sujet majeur pour nous, qui nous préoccupe beaucoup, sur lequel nous sommes beaucoup mobilisés. J'ai parlé du T-Rex, mais il y a aussi beaucoup d'autres sujets sur lesquels nous avons tenté par le passé d'arranger les bidons, c'est le cas de le dire. J'ai le souvenir du président Cambon qui a organisé ici une réunion avec les gens d'Airbus, les gens de Dassault et un certain nombre de personnes qui avaient pu à ce moment-là relancer, je pense, le projet du SCAF. Malheureusement, l'histoire a démontré que les choses ne se passeront pas comme prévu. Mais l'importance pour nous dans cette commission, c'était évidemment de vous entendre pour essayer de comprendre quelles étaient les capacités que la France, que l'industrie française a pour continuer à concourir à cette souveraineté dont on a impérativement besoin. En tout cas, de notre côté, nous essayons de participer à accompagner cette recherche de souveraineté. J'ai parlé de T-Rex, évidemment, parce que pour moi, c'est un sujet majeur sur l'innovation, la recherche sur les parties chaudes et la capacité de rester dans la course avec les Américains. Et donc, on vous souhaite le meilleur et on espère évidemment que tout ça va permettre d'avancer maintenant, puisque nous avons déjà perdu quasiment 9 années. Je rappelle que dans la loi de programmation militaire de 2018, telle qu'elle nous l'avions votée, un démonstrateur devait être sorti en 2026 ou 25, je ne sais plus, 26 je crois, en tout cas très très prochainement. Il y avait déjà une belle maquette au Bourget à l'époque, et que sur la plupart des sujets franco-allemands, il y a malheureusement beaucoup de déceptions. Je ne vais pas tous les citer, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup maintenant qui sont encore qui ne sont pas en état de mort cérébrale, si je puis dire, pour paraphraser quelqu'un. Donc souhaitons le meilleur aux
à l'avion de combat français. Et puis, merci encore pour la franchise dont vous avez fait preuve et merci d'avoir participé à cette audition. Merci beaucoup à vous tous de m'accueillir. C'est toujours avec grand plaisir que je viens débattre et échanger avec vous. Et merci, je le dis parce que je le dis pour les collègues, je pense que, y compris pour les rapporteurs, merci de venir toujours en personne. Parce que c'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup d'industriels que nous n'avons jamais vus quasiment en commission, et je trouve ça dommage parce que c'est aussi une bonne occasion de pouvoir échanger au fond sur les sujets. Et vous êtes, je le dis très honnêtement parce que vous êtes là, mais que vous êtes quasiment le seul à venir en personne, venir nous rencontrer, y compris rencontrer les rapporteurs tout au long de l'année lorsque nous avons besoin de faire des auditions. C'est toujours des échanges riches, même parfois, j'allais dire musclés, mais toujours très riche. Merci d'avoir regardé ce contenu jusqu'au bout. Pour faire vivre la chaîne et partager votre avis, vous pouvez liker ou commenter la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités et infos politiques. À très bientôt sur IFP.